Notre traditionnel forum pré-budgétaire, et donc nous faisons toujours notre forum avant le budget et sur le budget. Je peux d'ores et déjà annoncer que notre prochain forum sur le budget sera le lundi 11 novembre, suivant la présentation du budget le vendredi 8 novembre. Donc c'est notre 96e Business Forum. Et ayant pour titre, quelle stratégie pour le budget de 2014? Pourquoi on a utilisé le mot stratégie? Parce qu'il y a quelques semaines, dans le week-end, on avait fait mention que le budget viendra avec une stratégie sur 10 ans. Alors ça a vraiment frappé, plus d'un. On n'attend pas d'un budget qu'on vienne avec une stratégie décennale. On vient tout juste d'avoir un programme gouvernemental, un government programme de 2012-2015. Et voilà, on nous annonce que le budget viendra une stratégie décennale sur 10 ans. Alors, une stratégie n'est pas forcément une stratégie de long terme, ça peut être de court terme ou de moyen terme. Alors, c'est pourquoi nous devons faire savoir quelle stratégie pour le budget de 2014. Et comme toujours, la Jeune Chambre est à la pointe de l'actualité, puisqu'on ne savait pas, lorsque nous avons fixé cette date pour le forum, que le secrétaire financier, Ali Mansour, allait démissionner quelques jours avant. Donc vendredi, démission de Ali Mansour, et bien rapidement, on a eu son remplacement par des Manrach aujourd'hui. Donc comme quoi, la Jeune Chambre est toujours à la pointe de l'actualité, et nos forums sont toujours d'actualité topical, comme dit l'anglais. Et cette démission d'Ali Mansour, est-ce qu'elle est annonciatrice d'un changement de philosophie, de vision et de politique économique? C'est la question que tout le monde se pose, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Déjà, on a eu un signal avec l'ampleur de la compensation salariale décidée par le gouvernement pour le secteur privé. Une compensation salariale qui avoisinerait selon le secteur privé autour de 2 milliards d'euros et qui concernerait 280 000 sur 330 000 salariés du secteur public, soit 85% des salariés du secteur privé. Donc je me rappelle que le gouvernement a décidé que le secteur privé accorde full compensation autour d'inflation de 3,7%. Pour les salariés gagnant jusqu'à 20 000 roupies. Dans ce contexte, quand même assez bouillant, on me dit, ce contexte économique, et je crois que les attentes des opérateurs privés, comme de ceux qui sont impliqués dans le social, sont très grandes, et on aimerait bien savoir dans quelle mesure le ministre des Finances aura suffisamment de marge de manœuvre pour satisfaire toutes les demandes, les unes les plus contradictoires, les plus conflictuelles que les autres. Est-ce que, et il ne faut pas oublier que nous sommes toujours dans un contexte de crise économique mondiale, mais aussi dans un contexte où l'économie mauricienne ralentisse. À chaque fois, on a eu une révision à la baisse de la croissance économique. Au début de l'année, on disait 4%, et puis 3,7%, après 3,4%, maintenant 3,2%, et en décembre, on ne serait pas étonné que ce soit 3% finalement, le taux de croissance pour cette année. Donc, dans un contexte de ralentissement économique, est-ce que le vent en janvier aura suffisamment de moyens financiers pour relancer l'économie, faciliter les affaires, préserver les emplois, mais aussi essayer comment atténuer, je dis bien atténuer les problèmes de la pauvreté. Il y a même un débat sur ça, est-ce qu'il y a plus de pauvres ou moins de pauvres aujourd'hui qu'il y a 5 ans, et aussi, évidemment, les gens attendent de voir améliorer leur pouvoir d'achat. Le ministre des Finances a déclaré que le budget mettra l'accent sur 2 secteurs en particulier, la construction et le tourisme, parce que la construction cette année
connaît une contraction, une croissance négative de 9%, alors que le tourisme peine à retrouver ses taux de croissance d'avant la crise de 2008. Évidemment, j'entends le ministre du Tourisme dire son optimisme de pouvoir atteindre 1 million de touristes cette année. Donc c'est un grand optimisme. Mais aussi sur le front social, et le front social, comme toujours, tous les ans, le budget fait beaucoup de provisions pour les logements sociaux, pour la santé, l'éducation. Il faut dire que notre État-providence est encore quand même un grand poids à Maurice, parce que l'éducation, la santé, la sécurité sociale pèsent lourd dans le budget de l'État. Alors, évidemment, d'où proviendra le financement lorsque l'économie ralentisse, les entreprises payent moins de taxes, d'impôts, tout comme les gens consomment moins, et lorsqu'ils consomment moins, les rentrées fiscales en termes de TVA sont moindres. Et est-ce que le ministre des Finances va décider à augmenter les taux d'imposition? Je ne sais pas. C'est quelque chose à ne pas écarter. C'est pourquoi, dans cette optique, nous avons le plaisir d'avoir 3 intervenants qui cadrent bien avec ce débat. Donc, je parle de taxes. Donc, nous avons le plaisir d'avoir un fiscaliste à ma droite. Il n'y a rien d'idéologie. C'est pour on l'a mis à ma droite, mais il n'y a rien d'idéologie. Un fiscaliste, c'est secteur privé, PricewaterhouseCoopers, tax partner. Et à ma gauche, quelqu'un qui, lui, est dans le social, c'est là aussi rien d'idéologie. Girish Bhaktawansingh, qui vient d'être élu président de Marcos, Mauritius Council of Social Services. Et lui, évidemment, il nous présentera ses propositions sociales pour améliorer le social. Et au milieu, un centriste. Donc, Rajiv Singh, on le connaît pour ses opinions de politique économique, de vision, de philosophie, de stratégie. Donc je crois que j'ai bien fait de le mettre au centre, j'ai bien fait de le mettre au centre. Donc, Rajiv Singh, qui aujourd'hui a sa propre boîte de service conseil, de cabinet conseil, My Africa. Voilà, et je vois que nous avons beaucoup de journalistes aujourd'hui. Tout à l'heure, je faisais la mémoire que c'est peut-être aujourd'hui, c'est le club de la presse. On fait face plutôt aux journalistes, parce qu'il y en a pas mal de journalistes aujourd'hui. Mais évidemment, il y a d'autres personnes, et nous sommes heureux d'accueillir, même le rédacteur en chef de l'Université Austral est là, Laurent. Et nous avons toujours notre ami Bernard Hout qui fait l'honneur d'être présent à notre forum. Bon, donc, comme toujours, chacun des 3 intervenants parlera environ 20 minutes et puis on passera aux questions-réponses. Je passe la parole d'abord à Rajiv Singh, directeur du cabinet de conseil My Africa. Il parlera certainement un petit peu autour de l'utilité d'un budget, de la stratégie, de la vision, de la philosophie. Attends. Bon après-midi tout le monde. Eric, d'abord, je voudrais remercier l'Agence internationale pour l'invitation qui m'a été faite donc, de faire une présentation ce soir. Mes chers mes amis et mes collègues. Avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, en fait, c'est maintenant la stratégie, puisque le sujet, c'est est-ce qu'il y a une stratégie derrière le budget. Je voudrais poser une question, et sur les questions, je n'ai pas de réponse. Enfin, j'ai une opinion, mais évidemment, c'est une opinion qui peut être sujet à débat. La question avait été soulevée aussi, en fait, moi j'en avais pris connaissance, en Angleterre, à la présentation du dernier budget, où pas mal d'observateurs s'étaient posé la question de savoir si un budget annuel est vraiment... est-ce qu'il n'y a pas trop d'expectation, d'attente
d'un budget, d'un exercice annuel d'un ministre des Finances en termes de stratégie de développement économique. Donc, je voudrais vous entretenir aujourd'hui un peu de ce sujet-là. Je parlerai ensuite d'une notion que je considère extrêmement importante pour tout budget ou tout concept de développement économique, qui est la cohérence dans la stratégie ou dans des propositions. Et finalement, je proposerai peut-être quelques éléments, quelques suggestions de choses, de mesures que je souhaiterais voir dans le prochain budget. Quelques indications, bien sûr, sans aller dans la profondeur de chaque suggestion que je vais faire. D'abord, donc, abordons la question de l'importance ou de la pertinence d'un budget ou d'une présentation d'un budget annuel dans la définition d'une stratégie de développement économique. Je crois personnellement qu'on a tendance à accorder trop d'importance au budget, à cet exercice annuel, car une stratégie de développement ne peut par définition, ne peut pas être un exercice annuel. Donc, quelle est l'origine d'un programme d'une stratégie de développement? Je pense qu'on devrait pouvoir avoir trois sources. D'abord, il y a un manifeste électoral qui est présenté par un gouvernement. Tous les partis politiques qui vont aux élections préparent des manifestes qui sont malheureusement, j'en ai l'expérience personnelle, pas lus par le plus grand nombre d'électeurs. Mais je pense que justement, on devrait y accorder plus d'importance, car si on le faisait, cela amènerait les partis à faire des propositions sérieuses sur lesquelles on pourrait éventuellement, quand une fois élus au pouvoir, leur poser des questions et les responsabiliser. Il y a donc un manifeste électoral, et puis une fois élu, un gouvernement présente un programme gouvernemental qui est justement un programme généralement sur 5 ans qui correspond à la vie parlementaire du gouvernement. Et à mon avis, le budget, dans ce contexte, est un instrument économique, est un instrument qui vient chaque année corriger ou essayer de ramener les éléments économiques vers cette stratégie de gouvernement représentée par un manifeste électoral ou un programme gouvernemental, où il y a une orientation économique, il y a une méthode économique, il y a une approche socialiste, gauche, droite, centriste, pragmatique, il y a une approche qui est définie. Donc un budget devrait normalement servir à corriger et à essayer de ramener dans les efforts du gouvernement vers sa stratégie de développement. Est-ce que les budgets que nous avons eus jusqu'ici, et j'aimerais là le départ d'Ali Mansour me donne l'occasion justement d'aborder le deuxième aspect de ce dont je voulais parler aujourd'hui, en ce qui concerne la cohérence nécessaire à une stratégie de développement économique. Cohérence qui doit se retrouver justement dans les budgets qui sont présentés sur 5 ans par un gouvernement. Je considère que la cohérence est un élément, est une nécessité impérative si on veut atteindre des objectifs à moyen terme. Je reviens donc sur le cas de Ali Mansour et j'exprime aussi une opinion très personnelle. Ayant connu et Ramazitanen et Ali Mansour et les considérant jusqu'ici comme des amis, si on part donc vers le budget, on repart en arrière et on examine les budgets du tandem Ali Mansour
Rama-Sitanen, je considère qu'on peut trouver dans tous les budgets un fil conducteur qui explique éventuellement le succès des réformes économiques que ce tandem avait présenté à l'époque, donc au début, dans les années 2005-2010. Cette nécessité de cohérence, je crois qu'on peut l'illustrer par plusieurs éléments et dans différents domaines. Il se trouve que j'ai connu le jeune homme, à l'époque était un jeune homme, qui est responsable de l'entraînement du kickboxing à l'île Maurice. Je peux vous dire que ce garçon a été responsable de notre équipe de kickboxing depuis, si je ne me trompe, plus de 15 ans. Il y a eu donc une cohérence, il y a eu donc un entraîneur qui s'est occupé de ce garçon et nous avons vu il y a quelques jours les résultats que nous avons vus. Nous pouvons comparer cela à l'équipe de foot de Maurice et le nombre d'entraîneurs qui se sont occupés de cette équipe avec les résultats que l'on connaît. Si l'on se réfère à Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Margaret Thatcher, je suis loin d'être un fan de Margaret Thatcher, mais le point que je veux faire, c'est que quand il y a cohérence dans une politique, cette politique a beaucoup plus de chances de réussir que quand il n'y a pas de cohérence. Je n'approuve pas ni ne désapprouve ici ces illustrations. Je dis qu'on peut comparer par exemple ce qu'a fait Margaret Thatcher, où il y avait de la cohérence dans toutes les actions économiques de cette dame depuis qu'elle a pris le pouvoir jusqu'à ce qu'elle la quitte, et la transformation de l'économie de la Grande-Bretagne, de l'économie donc de l'Angleterre sous le régime Thatcher. On repart aux États-Unis. M. Ronald Reagan se réclamait exactement de la même philosophie et de la même idéologie que Margaret Thatcher. Or, si on regarde la carrière de Ronald Reagan, il a quitté les États-Unis avec des déficits budgétaires encore plus importants que lorsqu'il avait pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y avait incohérence entre la rhétorique et ce qu'il voulait faire. Et les États-Unis se sont donc retrouvés bien plus mal sous le régime de Ronald Reagan que l'Angleterre sous le régime de Margaret Thatcher. Je l'explique par la cohérence. Ceci dit, encore une fois, je ne suis pas en train de défendre la politique de Margaret Thatcher. Je dis que c'est de la cohérence. Quand on voit ce que le Premier ministre japonais Abe a fait au Japon, c'est encore une fois de la cohérence et de la persévérance sans avoir de doute dans ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, encore une fois, sans approuver ou désapprouver la politique. La politique en question, je trouve que Abe réussit parce qu'il y a de la cohérence dans ce qu'il fait. Donc, voilà, je pense, un élément extrêmement important. Pour en revenir donc à Ali, qui est parti donc avant-hier, je crois sincèrement qu'il se retrouvait dans une situation où il a essayé, après le départ de Rama-Sitanen, il s'est retrouvé dans une situation d'incohérence entre ses objectifs, entre sa méthode, entre sa philosophie et ce que voulait le gouvernement dans son ensemble. Résultat de l'opération, nous avons vu donc tous les recalés que nous avons vus dans l'économie du pays, et nous avons eu finalement le départ d'Ali Mansour. Par quoi est-ce que ça va être représenté? Est-ce qu'il y aura plus de cohérence aujourd'hui avec Madraj et le nouveau gouvernement? Est-ce que cette cohérence aboutira à des résultats positifs à moyen terme? Nous verrons bien. Nous verrons bien. Mais mon postulat, c'est que s'il y a cohérence, nous avons plus de chances d'obtenir des résultats que si l'on n'en veut pas.
Pour revenir maintenant au budget actuel, je crois que nous avons tellement archi parlé de changement de paradigme, nous avons archi parlé du changement de modèle économique, qu'aujourd'hui, j'hésite à venir redéfinir la situation de Maurice ou les besoins de Maurice en ces termes. Qu'il faut absolument un changement de paradigme, qu'il faut absolument un changement de modèle économique, parce qu'on en a tellement parlé, mais dans les faits, très peu a été fait pour un changement de paradigme ou pour un changement de modèle économique. L'économie mauricienne est sortie d'une économie fermée, d'une économie de plantation, il y a une vingtaine d'années de cela, et est aujourd'hui une économie plus ou moins ouverte et intégrée dans l'économie mondiale. Si nous continuons à fonctionner au niveau du privé, aussi bien qu'au niveau du public, dans le même mode et dans la même moule que nous avons fonctionné, dans laquelle nous avons fonctionné pendant les années de l'économie fermée, il est évident qu'on n'a aucune chance, à mon avis, de s'en sortir. Il y a, c'est Antonio Gramsci, un militant communiste, donc, qui avait écrit dans ses notes de prison, et j'ai fait une traduction plutôt libérale: l'ancien régime est mourant, et le nouveau ne peut pas naître entre-temps. Un grand nombre de symptômes des plus morbides font leur apparition pendant cette période. En fait, si on reprend cette citation et on regarde ce qui se passe en ce moment en Maurice, que ce soit en termes de stagnation économique, que ce soit sur le plan du social, du banditisme, des mœurs, de la drogue, ce sont justement des symptômes morbides qui se manifestent parce qu'on n'arrive toujours pas à démarrer ce nouveau modèle qui correspond à la situation économique, à la situation objective dans laquelle nous nous battons aujourd'hui. Est-ce que, pour revenir donc au sujet principal, est-ce qu'un budget en soi peut venir présenter une stratégie qui pourrait aujourd'hui nous sortir de la mélasse dans laquelle nous sommes, nous pataugeons? Je crois qu'un budget peut aider, parce qu'un budget envoie des signaux qui sont captés par les agents économiques. Ces agents économiques, malheureusement, sont en période d'attentisme. Souvent, dans la période des 2 ou 3 mois précédant le budget, vous allez voir, quand vous parlez aux entrepreneurs et que vous leur demandez, bon, comment est-ce que vous vous sentez, quels sont les plans d'avenir, tout le monde vous dira, voilà, on attend le budget. Est-ce que le budget peut répondre aux attentes et venir changer la donne? Je crois que le budget peut aider à changer la donne, mais un budget n'est pas un instrument d'économie politique. Pour revenir aujourd'hui à ce qu'on pourrait souhaiter voir dans le prochain budget. Je crois que, premièrement, il faut reprendre et donner suite au premier set, au premier jeu de réformes qui avaient été introduites donc, et qui sont après restées sans suite. Ces réformes avaient surtout abouti à ce qu'on avait appelé l'amélioration de l'environnement des affaires à Maurice, le Business Facilitation, que la BOI avait chapeauté, et aujourd'hui nous ne cessons d'être récompensés ou d'être nommés par différentes agences et différents magazines pour notre réussite justement à créer un environnement des affaires qui est censé promouvoir le business, promouvoir la croissance économique et la création de la richesse. Or, je soutiens que cet encadrement est une condition nécessaire, mais loin d'être suffisante
pour pouvoir justement créer la richesse. La richesse se crée par les entreprises. Ce sont les entreprises qui créent la richesse. Et il est important, je crois, dans un deuxième jet de réforme, de s'attaquer à la compétitivité des entreprises et la productivité des entreprises. Il faut que cette création de richesse donc, passe finalement au niveau microéconomique, qui est celui des entreprises individuelles. Il est nécessaire de compléter la première série de mesures par une focalisation sur les moyens d'améliorer la capacité productive des entreprises. Il est donc souhaitable que le budget accorde une attention particulière, à mon avis, à, primo, l'accès au financement des entreprises. Je vois qu'on en parle, et encore une fois, on en parle souvent, on en parle beaucoup, mais sur le terrain, quand vous parlez aux entreprises, c'est la majeure, la principale difficulté des petites et moyennes entreprises aujourd'hui demeure l'accès au financement. Un deuxième élément serait l'accès à de nouvelles technologies. Je souhaite que dans le budget, on annonce des mesures qui faciliteraient l'importation de nouvelles technologies et finalement la formation technique, mais aussi la formation en gestion et en système de gouvernance. Le deuxième élément que j'aimerais voir figurer en priorité, en place, en tout cas, avoir une place importante dans le budget, c'est notre positionnement vis-à-vis de l'Afrique. J'ai toujours, et ce n'est pas depuis que l'Afrique est à la mode, j'ai toujours été convaincu depuis mon plus jeune âge, depuis que j'ai commencé à travailler, que la meilleure chose qui puisse arriver à Maurice, la meilleure chose qui puisse arriver à Maurice, c'est une Afrique prospère. En partant de cette prémisse, je crois qu'il est aujourd'hui, avec ce que nous avons vu pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, comme vous savez tous aujourd'hui, il y a eu pendant 10 ans une croissance moyenne de plus de 5% dans les pays africains au sud du Sahara. Donc, il y a un moteur qui s'est mis en marche et Maurice doit absolument s'accrocher à ce moteur, s'accrocher à ce mouvement pour pouvoir aller de l'avant. Donc, je souhaite que dans le budget, nous ayons des mesures fiscales qui inciteraient les agents économiques à s'ouvrir aux opportunités d'affaires en Afrique, que les individus et les professionnels puissent avoir des avantages ou être à des incitations à s'exporter et à travailler en Afrique. Je souhaite qu'enfin on mette en pratique la décision d'ouvrir plus d'ambassades dans les pays africains, et si ce ne sont pas des ambassades, qu'au moins on ouvre des représentations commerciales. Okay. Finalement, je pense aux services financiers. Je pense que c'est extrêmement important pour nous d'approfondir notre secteur financier, de diversifier les produits financiers disponibles, d'encourager les entreprises à lever des capitaux sur la bourse. Donc, si on peut, si le gouvernement veut bien, introduire des mesures pour dynamiser et approfondir donc le secteur financier. Et là, je pense qu'on devrait ouvrir, on ne va pas réinventer la roue, une ouverture tous azimuts envers les professionnels de la finance qui veulent venir s'établir ou travailler à Maurice. Je crois que ça devrait être approuvé dès qu'un professionnel qui a bien sûr a répondu à un test minimum de caractère, etc., qui puisse venir et travailler à Maurice. Je crois que c'est une nécessité absolue pour les Maurice. Finalement, en termes de tourisme, je suis convaincu qu'il y a encore une fois manque de cohérence dans l'approche que nous avons entreprise jusqu'ici pour essayer de nous sortir de la crise
que subit le tourisme. Je crois qu'il faut avoir deux politiques. Une politique qui est axée sur ce que nous avons fait. Nous avons une connaissance, nous avons un métier qui a été développé à Maurice depuis des décennies, qui est le métier de desservir les touristes européens. Je pense que c'est un atout qu'il nous faut absolument préserver, et donc avoir une politique qui consiste à maintenir et à aider les entreprises qui sont impliquées dans ce secteur du tourisme. Et il faut avoir une politique différente, qui est une politique du tourisme vis-à-vis des autres pays émergents, l'Afrique, l'Inde, la Chine, etc. Parce que je considère que ce sont des métiers différents. Et l'erreur, c'est d'essayer d'aborder ces marchés, d'aborder ces segments avec les mêmes mesures, avec les mêmes institutions. J'espère et je souhaite que le budget puisse définir deux stratégies, ou au moins promouvoir la mise en place de deux stratégies différentes pour le tourisme mauricien. Merci. Merci Raji pour tes propositions budgétaires. J'espère que le gouvernement t'entendra. Donc, en ce qui concerne ouvrir aux professionnels, il faut savoir que le nombre d'expatriés a beaucoup baissé, diminué ces dernières années. D'où justement un peu, là on dit qu'on va essayer d'attirer à nouveau les expatriés. Il faut au moins 5 000, 6 000 expatriés parce qu'ils ont un fort pouvoir d'achat. Bien, maintenant la compris, c'est la cohérence, cohérence au niveau de la stratégie de développement économique. Bien, donc je vois que l'assistance a augmenté un petit peu. Je vois Jean Tamino, toujours fidèle à notre forum. Merci d'être présent. Et je vois encore un journaliste, le matinal cette fois. Beaucoup de journalistes sont dans la salle. Donc, deuxième intervenant, Tony Langshing, tax partner chez PricewaterhouseCoopers. Il a travaillé à Londres et depuis quelques années, il travaille chez PwC Maurice. Donc lui, c'est un fiscaliste. Il nous parlera de ses attentes sur le plan fiscal, mais aussi sur le plan des mesures structurelles. À toi, Tony. Merci Eric. Mesdames et messieurs, chers amis, bon après-midi. Suite à l'excellent exposé de Rajiv sur la stratégie économique et budgétaire et la cohérence budgétaire, moi, en tant que fiscaliste, je vais essentiellement baser mon intervention aujourd'hui sur une perspective fiscale. Ouais. Et je vais focaliser principalement mes commentaires sur trois aspects. Le premier aspect, c'est sur les recettes de l'État. Suite au circulaire qui a été émis par Ali Mansour pour les préparations budgétaires, on sait déjà qu'on s'attend à une baisse significative des revenus de l'État. Et là, je vais explorer un petit peu les mesures potentielles de cette situation. Deuxième point à explorer, c'est les mesures de relance. Le thème budgétaire a été déjà lancé. C'est un budget de relance, de déverrouiller la croissance, l'accroissement de l'investissement et de l'emploi. Et là, je vais voir potentiellement des mesures dans ce sens. Et pour finalement terminer sur le troisième point, ce sera sur l'administration fiscale que je voulais en parler. Sur le premier point. Selon les sources proches du ministère des Finances, on parle déjà d'un manque à gagner de 3 milliards de roupies des revenus collectés par la MRE. Je dis bien 3 milliards de roupies, ce qui représente à peu près 5% de la totalité des recettes de l'État. Ouais. Et le pourquoi de tout ça? Comme Eric a évoqué au tout début, vu la conjoncture économique globale, et la tendance baissière des profits enregistrés par les compagnies locaux, on pouvait quand même s'attendre à une baisse dans des revenus collectés par ces compagnies, en termes de taxes directes, plus précisément le corporate tax ou le personal income tax, comme on le dit. Mais je pense aussi que le gouvernement avait misé
gros sur certains d'autres outils ou mécanismes tels que les amnesties fiscaux qui a été réintroduit en 2012. Ces amnesties fiscaux ont été introduits en 2006 et à l'époque, ils ont ramené 1 milliard de roupies aux caisses de l'État. Je dis bien 1 milliard de roupies, ce qui représente effectivement un tiers de ce manque à gagner. Quand le scheme a été réintroduit en 2012, on n'a pas les chiffres exacts, mais vu l'extension de ces schemes jusqu'en 2013, on peut quand même voir le succès que ça a eu. Mais peut-être pas en 2013. Ouais. Là, avec le taux d'imposition à 15% et le fait qu'au fil des années, le tax net a quand même élargi, le nombre d'opérateurs dans le secteur informel est quand même limité. Ouais. Mais au-delà de tout ça, moi je pense que les recettes de l'État proviennent principalement des taxes indirectes. Ouais. Comme nombreux d'entre vous, je vois déjà les gens qui baissent la tête, qui disent oui, à peu près 60% des revenus de l'État proviennent des taxes indirectes. Ouais. 60% des revenus de l'État viennent des taxes indirectes. Et là, je parle principalement de la TVA et des droits de douane. Ouais. La TVA rapporte à peu près 30% de revenus à l'État. Ouais. La TVA, effectivement, c'est une taxe sur la consommation. Et vu la consommation plutôt stagnante, on prévoit une stabilisation des revenus au niveau de la TVA. Ouais, une stabilisation des revenus au niveau de la TVA. Deuxième composant plus important des taxes indirectes, c'est les droits de douane. Les droits de douane. Et est-ce qu'on peut s'attendre à une même situation sur les droits de douane? Pourquoi je focalise sur les droits de douane? Les droits de douane représentent 20% de la totalité des revenus de l'État. Et si, et en titre de comparaison, si je compare tous les recettes reçues des taxes sur les sociétés ou les taxes sur les individus, si j'ajoute ces deux taxes, corporate tax et personal tax, si j'ajoute les deux, ça totalise effectivement les droits de douane. Ouais, c'est ce qui me démontre l'importance de ces droits de douane. Ben là, je sais que pour les fumeurs ou buveurs entre vous, si je vous dis en 2009, les droits de douane sur les boissons alcoolisées et la cigarette étaient de 4 milliards de roupies, qu'est-ce que vous allez me dire en 2013? Un montant. 8 milliards de roupies. Ouais. Effectivement, la taxe sur les droits de douane a doublé en l'espace de 4 ans. Ouais. 4 ans. Et là, je pense que c'est important de peut-être récapituler les deux budgets précédents du même ministre. Budget 2012, sur les boissons alcoolisées, une augmentation sur les droits de douane entre 10 et 30%. Boissons alcoolisées, budget 2013, augmentation d'à peu près 15%. Cigarettes, budget 2012, augmentation des droits de douane 15%. Budget 2013, cigarettes, augmentation de 12%. Et là, si je vous dis budget 2014, ben, probablement, vous aurez dit augmentation également. Ouais. Et là, moi, en fait, on ne peut pas vraiment blâmer le gouvernement parce que c'est un petit peu une tendance à l'international. Si on compare un petit peu ce qui se passe en Europe, c'est un peu la même chose. Chaque année, on voit une imposition également sur la cigarette et la boisson. Ça, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Ouais. Mais la question que je pose, on connaît tous l'inélasticité de la demande sur ces produits. Et la question que je dis, est-ce que c'est vraiment une taxe pour décourager la consommation ou simplement une taxe pour remplir les caisses de l'État? Ouais, ça, c'est une question.
Deuxième, un peu commentaire final sur les recettes de l'État. Ben, vu la tendance baissière sur les recettes, et comme Eric a évoqué au début, on pourrait peut-être s'attendre à l'introduction de nouvelles taxes. Ouais. Et là, je ne parle pas nécessairement des taxes qui vont complètement changer le système ou qu'on va complètement chambouler le système, mais plutôt des petites mesures. Ouais. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le ministre a été plutôt judicieux dans ses choix. Dans le budget 2012, ce qu'on a vu, on a vu l'introduction d'une taxe à 10 sous sur les SMS MMS. Ça paraît pas beaucoup, c'est applicable déjà, mais ça rapporte 120 millions aux caisses de l'État. Je dis bien, une taxe de 10 sous sur les SMS MMS, mais quand même ça rapporte 120 millions aux caisses de l'État. Budget 2013, ce qu'on a vu, une introduction de 2 sous pour chaque gramme de sucre dans les boissons, et ça ramenait, on prévoit 200 millions aux caisses de l'État. Ouais. Ce qui veut dire, on envisage peut-être des petites mesures qui ne sont pas énormes, qui ne vont pas causer trop de controverses, mais qui ont un effet cumulatif sur les recettes de l'État. Ouais. Le deuxième point que je vais évoquer, c'est sur les mesures de relance. Ouais. Et là, je vais focaliser principalement sur un secteur qui peine en ce moment et que Eric a évoqué au début, c'est le secteur de la construction. Ouais. On prévoit une décroissance de 9,4% pour l'année 2013 et c'est des moments difficiles. En parlant aux opérateurs, c'est pas évident. Ben, le pourquoi, certains projets dans le secteur, certains gros projets comme les projets de décongestion routière potentiellement ont eu un effet retardatif sur les secteurs, mais on voyait déjà ces difficultés venir depuis un bon bout de temps. Ouais. Et dans le budget 2012, on avait déjà des mesures pour essayer de redynamiser le secteur. Budget 2012, le ministre avait introduit comme mesure une exemption sur les droits de transfert et les droits de douane, sur les droits de transfert et d'enregistrement, on a exempté effectivement les Housing Development Trusts. Ouais, ça a été introduit en 2012. Deuxième point qui a été aussi introduit à cette époque, c'était effectivement l'abolition des droits de transfert pour les projets de plus de 5 unités et dont la valeur était de 2,5 millions. Et autre introduction encore en 2012, c'était l'abolition des droits d'enregistrement pour les first-time buyers où la valeur était de 2,5 millions maximal. Budget 2013, ce qu'on a vu ici, c'était le seuil de 2,5 millions a été effectivement rehaussé à 4 millions parce que éventuellement les opérateurs économiques ne voyaient pas ces projets viables. Et aussi on a vu l'introduction et l'abolition de Land Conversion Tax aussi. Ouais. Land Conversion Tax sur les projets de construction de bâtiments à usage éducatif ou autres projets d'usine ou pour les parcours de golf. Ça, le Land Transfer Tax a été aboli. Et en cohérence avec la politique de faire venir les étrangers, ils ont aussi facilité l'acquisition de biens immobiliers par les étrangers venant à Maurice sur les projets de rez-de-chaussée plus 2. Ouais. Mais est-ce que ces mesures ont été suffisantes? Est-ce que ces mesures ont été suffisantes? Probablement pas, parce que vu les dernières statistiques et la décroissance qu'on prévoit de 9,4% du secteur,
c'est clairement pas été suffisant pour redynamiser le secteur. Et dans le budget 2014, on pourrait s'attendre à davantage de mesures dans ce secteur. Là, en parlant aux opérateurs économiques, le seuil de 4 millions potentiellement pas suffisant encore, on parle de 6 ou de 7 millions. Mais un changement potentiel, c'est dans le traitement de la TVA sur la construction des résidences. À titre d'exemple, si vous achetez un appartement ou une maison d'un promoteur immobilier, c'est exempté de TVA. Ouais, si vous achetez en direct, clé en main d'un promoteur, une résidence, c'est exempté de TVA. Mais si par contre, vous avez un terrain et vous construisez une résidence et le contracteur vous facturera sur le matériel et la main-d'œuvre la TVA. Ouais, il y a quand même une incohérence dans ce traitement. Ouais. Et là, peut-être, on verra un ralliement pour essayer de redynamiser ce secteur un petit peu. Et ce qu'on entend parler aussi, c'est peut-être un nivellement ou un rapprochement du régime IRS, RES, au régime local. Ça a été discuté et débattu pendant quelques années, et peut-être on va voir un nivellement de ce niveau. Autre point, Eric a aussi parlé du tourisme, et moi je pense que potentiellement un autre secteur qui pourrait éventuellement figurer avec prominence dans le budget aussi, c'est tout le côté État-océan, Ocean State Economy. Ouais. Ça, c'est pas vraiment une nouvelle économie, c'est un petit peu un rebranding du Land-Based Oceanic Industry qui avait été lancé en 2007, mais qui est maintenant rebranded sous la bannière État-océan. Et là, je pense qu'il y a quand même une faute potentielle énorme. Ouais? Avec une zone maritime 1000 fois plus grande que la taille de Maurice, ben on peut s'imaginer. Ben, tout comme on avait lancé le textile dans les années 70 ou les années 80, avec une exonération de toute taxe pendant une durée définie pour les investisseurs, je pense potentiellement on verra la même chose pour les investisseurs qui voudront investir dans ce projet de État Ocean Economy State. Ben, on le fait déjà. Rajiv a tout à l'heure parlé de Manufacturing for Africa Concept, et là déjà dans le budget précédent ils ont introduit le régime où les fabricants qui font l'exportation sur l'Afrique peuvent s'implanter dans les zones freeport et bénéficier d'exemptions de toute taxe et des bénéfices. Ouais. Et là, on pourra avoir essentiellement des mesures dans ce sens. Ben, pour terminer, le point final que je voudrais adresser, c'est plutôt au niveau de l'administration fiscale. Ben, on parle beaucoup dans les débats prébudgétaires sur l'efficience des États para-étatiques. Et là, au niveau de l'administration fiscale, je pense que beaucoup a été fait. Par référence à beaucoup d'indices, Maurice figure le numéro 1 en Afrique en termes d'administration fiscale. Et ça, au fil des années, ça a été introduit à travers des réformes fiscales, à l'aide beaucoup de la technologie aussi, qui a eu un impact, comme l'electronic filing, l'introduction de l'APS ou le paiement à travers virement bancaire. Tout ça a aidé à une amélioration du système. On a allégé le système à travers l'informatisation. Et je pense que l'informatisation devrait jouer un élément important pour augmenter la productivité ou l'efficacité ou l'efficience dans nos services publics. Ouais.
Mais il faut quand même contrebalancer le fait de vouloir alléger le système contre le fait d'inciter certains opérateurs économiques d'opérer dans le noir. Là, je fais référence au fait que dans le budget précédent, on a augmenté le seuil obligatoire pour les opérateurs de s'enregistrer au niveau de la TVA. On a augmenté ce seuil de 2 millions à 4 millions. Et bien sûr, ça a bien aidé les opérateurs à effectivement alléger le fardeau administratif, mais quand même, il faut aussi contrebalancer avec le fait que ça peut inciter certains opérateurs à retourner dans le noir, parce qu'effectivement, s'ils n'ont plus besoin de s'enregistrer au niveau de la TVA, au niveau du fisc mauricien, il y a une probabilité qu'ils retournent dans le secteur informel. Pour mot de la fin, je voudrais terminer par dire que pour moi, dans sa globalité, ce budget, je ne pense pas qu'on verra trop de réformes. C'est plutôt un budget de continuité et où on verra plutôt d'une série de petites mesures et pas vraiment de grosses réformes. Merci. Merci Tony. Donc tu t'attends un budget de continuité, c'est-à-dire de petites mesures, comme on l'a vu ces dernières années, et peut-être introduction de nouvelles taxes, de petites taxes, avec accent sur l'imposition indirecte. Mais tu t'attends aussi à des mesures de relance dans la construction, plus précisément dans l'immobilier. Merci Tony. Donc, je vois le président de LSI, notre cher camarade Stadien, je crois que la première fois, il est dans l'assistance. Généralement, il est ici, c'est le panéliste, mais aujourd'hui, il est dans l'assistance. Et je vois aussi des partenaires de PricewaterhouseCoopers, quelques partenaires de PricewaterhouseCoopers, qui est venu juste à temps pour écouter le discours de leurs collègues. Donc, passons au troisième intervenant. Et dirige Dr. Wansing, président de Mauritius Council of Social Services, Marcos. À toi, Guiche. Merci, Eric. Eric Ning, sénateur du Jeune Chambre internationale, Rajiv Wansing, directeur du cabinet du Conseil de Pan-Africa, et mon ami Tony de PricewaterhouseCoopers, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je demanderai aussi votre compréhension parce que exprimer en anglais quand les mots me reviennent plus facilement. Tout d'abord, je tiens à remercier Jeune Chambre internationale pour l'occasion qui nous est donnée en tant que nouveau président de la Marcos, de pouvoir nous exprimer sur notre analyse, notre façon dont nous voyons la situation socio-économique et ce que nous pensons devrait être les priorités du prochain budget 2014. C'est vrai, en parlant de stratégie, nous dirons plutôt que pour le budget, c'est pour nous un exercice que nous gouvernons, identifier ses priorités et bien sûr identifier les moyens à couvrir ses dépenses. C'est aussi l'outil économique policy tool que le gouvernement est pour préparer le prochain calendrier. C'est vrai qu'il y a deux aspects du budget, l'aspect économique et l'aspect social. C'est vrai que moi je vais focaliser sur l'aspect social, l'aspect économique a été adressé par mes deux prédécesseurs. C'est bon de rappeler que Maurice, pendant les 30 dernières années, nous avons connu un certain GDP growth, un certain growth économique growth pendant les 30 dernières années, et même le GDP a presque doublé pendant le dernier décade, le dernier 10 ans. Notons aussi, difficulté, mais Statistique Maurice a prédit quand même un économique growth de presque 3%. Les grandes institutions sont en train d'enregistrer des gros profits, 4,3 billions, comparé, même si on a des mots d'une certaine augmentation de 4,9% pour certains. Des groupes textiles qui déclarent des profits nets de 514 millions. Et de l'autre côté,
il y a toujours montée de pauvreté, de la pauvreté extrême. Nous assistons impuissamment à une montée de violence, etc. Et surtout, le gap entre les plus riches et les plus pauvres continue à s'augmenter. C'est pourquoi c'est bon de dire, quel que soit le manœuvre du ministre des Finances, quelle que soit cette situation économique qui n'est pas trop rosée, c'est important que le prochain budget adresse cette issue de pauvreté extrême. Il y a ceux qui sont à côté du système. Les statistiques nous démontrent qu'il y a une montée de presque 2% dans les nombres de personnes qui vivent dans cette absolue pauvreté. Il était 23 700 en 2002 et aujourd'hui, ils sont plus de 33 800. Le dernier Household Budget Survey de 2012 confirme qu'il y a 126 200 personnes qui sont dans cette catégorie, dont leur revenu est moins de 3 820 $ par mois. Et si cette tendance persiste, cela veut dire que nous allons atteindre cette seuil psychologique de 10%. C'est une situation assez critique que, en dépit du welfare state ou de facilité, il y a des personnes qui se trouvent dans ce bracket. C'est pourquoi la philosophie au niveau de la société civile, au niveau des ONG, c'est pas de leur donner poisson, de give them a fish, mais plutôt de les motiver, de les montrer how to fish. Il ne faut pas oublier que l'absence de ces sécurités élémentaires affecte beaucoup la confiance de ces personnes, et ces personnes sont officiellement des easy prey de tous les problèmes sociaux que nous trouvons dans la société. C'est pourquoi nous disons au niveau des ONG, nous portons notre attention, nous regardons pas en termes de GDP seulement, nous regardons en termes de développement de l'homme. Nos organisations sont actives dans les programmes de skills management, etc., qui a pour but de responsabiliser ces personnes et de les sortir dans cette situation. Ce problème de pauvreté absolue ne doit pas être stigmatisé. Il y a des personnes qui trouvent dans cette situation, mais il y a des personnes qui sortent dans cette situation. C'est pourquoi la semaine prochaine, à la Marcos, nous allons lancer le Poverty Eradication Network, qui a pour objectif de donner visibilité à ces personnes qui se trouvent dans cette situation et par les efforts et les encadrements, on puisse s'en sortir. D'ailleurs, cette Poverty Eradication Network a pour objectif de collecte data et qui est important pour demain, cet observatoire de pauvreté que nous demandons au gouvernement de réactiver. Il ne faut pas oublier que Maurice a été un des pays qui a champion de case de Poverty Observatory, et pourtant, ces Poverty Observatory sont au niveau de la SADC même, et présents au Botswana, au Mozambique. Okay? C'est comme ça que nous allons pouvoir analyser toutes les dimensions de pauvreté. Et à ce moment, toutes ces statistiques que nous allons recueillir, on pourrait l'analyser et à ce moment venir avec des programmes, des politiques les plus appropriés. Deuxième point que je voudrais adresser, c'est au niveau des ONG qui travaillent à Maurice. Ce n'est pas un secret que les ONG ont contribué énormément sur de nombreux issues, que ce soit welfare disabled, santé, jeunesse, éducation informelle, la pauvreté, l'environnement, human rights. Les actions du gouvernement seules ne suffisent pas. Et quelqu'un peut imaginer s'il n'y avait pas ces ONG dans les accompagnements des personnes qui se trouvent dans ces catégories de disabled ou d'autres problèmes, cela aurait revenu. Donc les activistes contribuent, comme on dit en anglais, in taking care, in taking charge, des plus vulnérables et des unfortunés. Et ça, tu ne peux pas mesurer la nobilité de ces actions. Ok? Alors, c'est pourquoi, si on parle de l'accompagnement de l'homme, on parle de follow-up, l'importance des ONG sur le terrain est paramount. Donc, et tout ceci cadre bien dans le développement de ce qu'on appelle cette vision, je dirais le mot est plus approprié en anglais, de Sustainable Emotions. Et notre vision,
Notre vision est qu'on développe un fully fledged secteur civique. Si Maurice veut caresse le rêve d'avoir un GDP par capita de 25K USD by 2020, oui, le secteur civique aussi peut contribuer dedans. Et on a vu ça dans les autres pays où le secteur civique est beaucoup plus développé. Donc, on dit démocratie, et quand on dit démocratie, on dit le government pour all people. Donc, il n'y a pas de laisser certains à côté. Et aujourd'hui, les ONG, les CSO, les Civil Society Organizations, ont trois problèmes majeurs. L'accès au fonds, la formation, training et le renouvellement. C'est vrai, il y a eu beaucoup de mécanismes qui nous permettent d'avoir des finances, CSR, NGO Trust Fund, Women and Children in Distress Fund. On connaît la contribution des secteurs, des compagnies profitables à 2%. Mais la vérité, la réalité est que ces argents arrivent difficilement aux ONG. 1%, je crois, des 2% part pour la construction de social housing. D'ailleurs, je crois parce que 150 millions est retourné au MRA et qui part dans le Consolidated Fund. Donc, lorsque les ONG veulent évoluer de volontaires et se développer en volontaires professionnels, lorsqu'on veut améliorer nos infrastructures, lorsqu'on veut financer les techniciens et spécialistes pour pouvoir contribuer au développement de ces ONG. Et tout ceci n'est pas pris en compte par le CSR. Et maintenant, avec le CSR, il y a une certaine difficulté où trouver de l'argent. Ce qui se fait que beaucoup de ONG ont des difficultés to deliver. Et c'est pourquoi nous disons pourquoi pas un certain mécanisme pour les ONG. Pourquoi pas un Central NGO Fund. Donc, cet mécanisme aurait pu, on pourrait avoir plusieurs schemes, plusieurs priorities, area of priority, et ceci cadre dans le building of sustainable motions. Et d'ailleurs, cela renforcerait ce partenariat entre secteur privé, public et les ONG. En parlant des ONG qui ont besoin des formations, c'est important que nous investissions dans le training and formation de nos volontaires. C'est pourquoi au niveau de la MACROS, on est en train de promouvoir la construction d'un Regional Civil Society Leadership and Training Center sur un terrain que nous a livré le gouvernement. Nous avons même un partenaire international, le Southern African Trust, qui a déjà participé en termes de financement de cette construction. Et alors, à mon arrivée à la présidence et à la rencontre que j'ai eue avec le responsable du SAC, qui d'ailleurs animé une formation de Leaders for Change à Maurice, avec presque une trentaine de NGO leaders, il est prêt, il est d'accord pour financer encore plus. Mais seulement, il veut voir la contribution du gouvernement, du secteur privé, et ainsi Maurice joue un rôle un peu plus avancé dans la formation des NGO leaders, non seulement Maurice, mais dans la mission. Donc c'est une des affaires que nous faisons au gouvernement. Il ne faut pas oublier l'investissement dans le training va améliorer la qualité des ONG, leur action sur le terrain. Et tout ceci, finalement, c'est l'homme ou la femme mauricienne qui sortira gagnant. Et d'ailleurs, cette vision de sustainable, healthy Mauritius, on va avancer avec cette vision. Okay? Nous sommes aussi concernés par l'émergence de ce qu'on appelle une attitude MMI, Me, Myself and I. Nous constatons que nous voulons développer un certain sens de civique parmi cette jeunesse et leur donner cette occasion de pouvoir servir. Il y a beaucoup de causes qui sont directement reliées à eux, que ce soit la drogue, que ce soit le sida, que ce soit le changement climatique. C'est pourquoi nous disons pourquoi ce système d'éducation que nous avons, on ne peut pas faire provision des co-curricular activities. Je me refais un exemple qui se fait par nos organisations dans d'autres pays comme au Singapour, le Red Cross, les Scouts, etc., dont le système est intégré dans leur système d'éducation. Il ne faut pas oublier que cela permettra de shaping in minds and hearts de notre jeunesse, qui est très important pour les challenges de demain.
Nous avons eu dans les passés recommandations de projets conjoints avec l'UNDP, ministère de Social Sécurité, sur strengthening of the NGO sector. Une des recommandations a été que les étudiants de l'université doivent être permis, doivent être mandatoires de participer à des activités des ONG à titre volontaire pendant au moins 3 mois. C'est bien d'avoir une formule de 1 gradué par famille, c'est bon le certificat, mais plus meilleur, c'est surtout de pouvoir inculquer cette sens de civisme, cette flamme de servir. Et d'ailleurs, même au niveau de la MACOS, en 2010, avec des partenaires, on avait développé les valeurs citoyennes de l'île Maurice Dura. Et nous pensons que ça doit être enseigné à notre jeunesse. Ça doit être enseigné. Ça doit être enseigné à l'école. N'oublie pas que nous n'avons plus les clubs de jeunesse maintenant. N'oublie pas que les fédérations jeunesse, qui étaient une fois une plateforme dynamique pour le développement de la jeunesse, a disparu. N'oublie pas que la génération X et Y, nous devons les sensibiliser sur la surconsommation. Et nous connaissons les faiblesses du système de marché. Le système de marché. Dernier point que j'aurais voulu faire mention, c'est notre système d'éducation au niveau de la CPE avec 30% d'étudiants qui ne réussissent pas, 65% au niveau de CEP qui ne réussissent pas. Donc, d'ailleurs, il ne faut pas oublier le dernier rapport de Saphir, un ONG qui parle, il y a presque 7000 enfants et adolescents en âge de 5 ou 19 ans qui est sur le chemin, qui est on the street. N'oublie pas que les shelters ont beaucoup plus d'enfants maintenant. Ça paraît même comme une résidence permanente. Pourquoi pas un type de non-académique boarding school? Donc en conclusion, je dirais pour un petit pays comme Maurice, c'est important de chercher cet juste équilibre qui devrait être le maître mot en préparant le budget. On n'est pas en 82, il n'y avait pas de crise sociale en dépit d'une situation économique difficile. On est maintenant en 2013. Et si on continue, cette situation ne s'améliore pas, donc il faut qu'on prenne en considération le développement social, oui, économique aussi, et aussi la protection de notre planète, qui devient de plus en plus important. Donc c'est ça, merci. Merci Guériche pour cette table, la situation sociale. Comme proposition budgétaire, peut-être je retiendrai la réactivation de l'Observatoire de la pauvreté, réactiver l'Observatoire de la pauvreté, et surtout l'argent du CSA, de faire en sorte que cet argent aille un peu plus facilement aux ONG. Merci. Donc, nous passons maintenant sans tarder aux questions-réponses. Il y a un micro-baladeur. Qui fait le micro-baladeur? C'est toi. D'accord. OK. Question? Question à nos intervenants, ou si nos intervenants voudraient rebondir sur ce que le collègue a dit. Question à M. Sadien? Allô? Ici, M. Sadien. Là, M. Sadien. Merci, merci Eric. Je ne sais pas si la question a été abordée au tout début. Nous avons un problème, un souci majeur au niveau national, c'est-à-dire le problème de chômage parmi les jeunes, qui est plus de 30%. Donc, le gouvernement est venu avec des mesures, le IEP, le projet IEP, et aussi SIM, mais ce n'est pas une mesure qui est... Bon, il y a quand même au niveau du système d'éducation, il y a un aspect justement qu'il fallait combler pour pouvoir permettre à ces jeunes de devenir employables. Il y a ce projet IEP, mais ce n'est pas soutenu sur le temps. Est-ce que vous pensez que de plus en plus d'autres jeunes sont en train d'entrer dans le marché du travail avec l'éducation et tout? Quelle pourrait être une solution qui pourrait être inclus dans le budget pour venir avec une mesure plus soutenue sur le temps pour ces jeunes? Parce que c'est vrai que l'éducation est la clé du succès avec l'éradication de la pauvreté,
Mais ce n'est pas seulement l'éducation, mais il faudrait aussi trouver un emploi qui donne de la dignité à une personne humaine. Ok, merci, M. Sadia. Donc, quelle solution au chômage des jeunes? Les taux de chômage parmi les 16 à 25 ans, c'est autour de 25%. Vous avez une solution? Qui veut répondre? Tu veux répondre, toi? Oui. Allez, c'est toi. Exactement. Quel secteur Je cherche également à former, c'est-à-dire à apporter un métier jeune. Je ne trouve pas. Voilà. Donc c'est la grande distribution. Oui, c'est Jean Termineux, directeur général de John Bosco. Bon, je pense que ce n'est pas. Excusez-moi, je précise, pas uniquement sur des métiers de service, aussi sur des métiers qu'on acquiert un métier, une formation, des métiers de boulanger, des pâtissiers, des bouchers, voilà, c'est des vraies formations. Et c'est pareil sur des postes de responsabilité. Mais pour dire que nous sommes en train de faire une étude sur ce sujet en ce moment-ci. Et on est allé voir aussi les institutions qui sont présentes à Maurice, que ce soit privé ou public, en termes de formation. Est-ce que cela cadre avec les demandes de l'employeur? Parce qu'il y a aussi un mismatch. Donc il y a un souci. Donc ce sera, nous allons tracer quelques pistes dans le rapport qui sera rendu public dans pratiquement une dizaine de jours. C'est ça qui m'a poussé à poser cette question pour voir s'il y a une solution qui pourrait émerger à partir de notre discussion. Mais nous allons montrer quand même les quelques pistes possibles dans le rapport qu'on va produire dans les jours qui viennent. Merci. D'accord, tu veux dire ça? Ok. Juste un petit commentaire, c'est justement dans la même lignée, c'est que effectivement il y a beaucoup d'entreprises qui sont à la recherche de gens à employer, de personnes employées, et qui n'arrivent pas. Ça, je le vis au jour le jour. Donc, il y a un problème fondamental, il y a un problème de mentalité, un problème culturel de personnes qui devraient être disposées à travailler dans le privé et à peut-être accepter des conditions d'emploi plus strictes, comparées par exemple à ce qui prévaut dans les municipalités, dans les corps caritatives. Bon, je crois qu'il y a peut-être un élément à fouiller, mais ce que moi j'ai vécu aussi, c'est que, et ce qui est une vérité, c'est que dans les secteurs par exemple des TIC, de télécommunications et de l'information, il est évident que Maurice aujourd'hui a beaucoup d'atouts, et j'ai toujours pensé que la seule contrainte au développement du secteur des TIC à Maurice est l'indisponibilité de personnes qualifiées pour pouvoir être embauché. J'ai vécu en Inde pendant 3 ans, j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises dans ce domaine qui voulaient venir à Maurice, et le plus gros problème a toujours été la question d'avoir les gens formés pour ce secteur. C'est une des contraintes, c'est sûr. Or, comment arriver à faire ce mix, comment arriver à... Je crois que c'est sur ces lignes-là qu'on devrait commencer à réfléchir. Bien. Donc, il faut aussi valoriser les métiers. Hein? Oui. Chercher un plombier, un maçon, moi je n'en trouve pas. Merci. Mais je pense que je vais prendre le mot-clé que Radi a mentionné au commencement, le mot cohérence. Je pense qu'à Maurice, il y a beaucoup de structures, mais il n'y a pas une cohérence. Si on parle de l'emploi jeune, aujourd'hui à Maurice, il y a 3 ou 4 institutions. Ils ne peuvent pas s'accommoder, ils ne peuvent pas travailler ensemble. Là, dans le dernier budget, on a mis quelque chose qui s'appelle le IEF. On arrive à la fin de notre budget 2013, ils sont en train de maintenant s'accommoder. Alors, il y a beaucoup de structures à Maurice qui ne sont pas qui donnent pas des résultats, ce qu'on attend d'eux.
Si on prend dans les 30 ans de cela, vous vous rappelez, en 80, des gradués chômeurs. Il y avait à cette époque-là le Youth Guidance Service. Et puis les HRDC, ils ont mis un programme d'accompagnement. Ils ont créé ce qu'on appelle le National Empowerment Foundation. Là aussi, il y a quelque chose qui accompagne les jeunes. Les gradués et les non-gradués. Là, ils ont mis une autre structure. Il n'y a pas de cohérence. Nous avons beaucoup de ressources, beaucoup de structures, on discute beaucoup, mais disons, la volonté de faire des choses concrètes qui n'est pas là. Merci. D'accord, merci M. Loukadi qui est le secrétaire de MACOS. Bien, d'autres questions? D'autres questions? Vous n'avez pas de questions? Ah oui, oui, et de la jeune chambre. Oui. Bonjour messieurs. Donc, selon vous, un budget qui sera présenté sur, comme on l'a dit, sur 10 ans, n'est-ce pas pour vous trop ambitieux au point d'arriver à 2014 pour se dire, oups, on a fait une erreur? Pas tellement là, donc Est-ce que pour vous, ce ne sera pas un budget qui sera trop ambitieux et d'aller sur 10 ans? Oui. Au risque de se casser la figure après, et ensuite en 2014. Pas 2014, 2024. Non, mais c'est avant, hein? on dit, oups, on a fait une erreur. même en 2014. Est-ce que pour vous, ce n'est pas trop ambitieux? Oui. Est-ce qu'un budget qui va venir avec une stratégie de 10 ans, est-ce que... Je crois que c'est un non-sens cette histoire de budget sur 10 ans. Il n'y a pas de budget sur 10 ans. Le budget est un programme de dépenses annuelles. Le budget est un programme de dépenses annuelles. On peut avoir des fils conducteurs sur un certain nombre d'années, mais on ne peut pas. Pour moi, on ne peut pas parler de budget sur 10 ans. On peut parler d'un programme gouvernemental, on peut parler d'un... Je ne sais pas comment vous appellerez ça, mais un budget sur 10 ans est un non-sens. Bien. Ok. Autre question? Vous n'avez pas de questions? Mutual Aid? Une question, monsieur? Merci. Peut-être un commentaire au niveau de ce que Tony a dit par rapport à l'exploitation de nos ressources maritimes. Depuis déjà quelque temps, on entend dans le budget qu'il y a un programme d'exploiter nos ressources. Là, on parle de cette grande réserve qu'on a. J'ai eu l'occasion d'écouter le ministre des Finances récemment dans une intervention. Il parlait de peut-être l'exploitation pétrolière. Et quand j'ai écouté, j'entends ce qu'il veut dire que très prochainement on aura comme si à exploiter nos ressources maritimes pétrolières. Ce qui m'intrigue, c'est que après tant d'années de budget, de planification, est-ce qu'on a vraiment exploité notre ressource maritime au niveau de la pêche, hein, au niveau de notre ressource qu'on a, et on n'a même pas exploité à un niveau optimal. Et là, on est en train de penser d'exploiter nos ressources pétrolières. Et je pense que si ce n'est pas dans cette budget-là, dans les prochains budgets qui viendront, il y aura ce programme de commencer à exploiter, de devenir un État pétrolier. Ça, c'est ce que je peux comprendre par rapport à cette intervention. Est-ce que vous croyez, vous, comme le panel, est-ce qu'on a vraiment fait quelque chose pour vraiment maximiser les ressources qu'on a autour de l'île? Est-ce qu'on a vraiment exploité, ou bien c'est tout le projet de l'État-océan. Hein? C'est tout le projet de l'État-océan d'essayer de trouver les ressources halieutiques et les ressources marines qui sont dans nos zones d'exclusion exclusive. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'île Maurice a déjà maximisé les ressources de la pêche, par exemple? Non, certainement. Absolument. Maintenant, il faut chercher partenaires, il faut trouver des expertises, hein, et avoir des partenariats, et surtout développer la question de la propriété intellectuelle. Je sais que l'université de Reykjavik est quand même spécialisée dedans, par exemple.
ok? Donc il faut un début, mais ça prendra 10 ans, 15 ans. Comme l'a dit le Premier ministre lors de son intervention sur le Canada. C'est un projet c'est sur 2 générations, nos enfants qui verront les fruits de ce projet, pas nous. Ok? Bien. Autre question? Bon, en attendant que vous décidez, moi j'ai une question et je vais bien clair, donc c'est à vous de voir si vous voulez répondre à cette question ou pas. Hein, donc avec le départ d'Ali Mansour, est-ce que vous pensez qu'on aura un budget électoraliste pour 2014? On va savoir, on saura. Ouais. Non, est-ce que quand même vous avez une crainte, je veux dire? Qu'est-ce que ça s'annonce en termes? Quand même, un budget, c'est quand même un outil politique, hein, il faut le dire. Hein, il ne faut pas se voiler la face, n'est-ce pas? Et donc, est-ce qu'il est possible, disons, un budget populaire, avec des mesures populaires qui laissent déraper les finances publiques? Moi, je me pose la question. Bon. Pas dans le secret. Ouais. Et toi, Guigui, bon, je sais pas, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de ce budget? Je vois vraiment très bien saisi tes propositions budgétaires. Véritablement, quelle est ta principale proposition budgétaire? Peux-tu nous dire? En qu'il s'agit de propositions budgétaires, dans ce contexte difficile, alors que nous comprenons que le gouvernement toujours met le paquet sur création d'emplois, sur investissement, sur ces points techniques pour faire grossir le gâteau national, alors que moi j'ai essayé d'adresser plutôt comment les fonds qui sont available à Maurice, de le mettre aux dispositions des ONG pour le développement d'un secteur civique. C'est sur ça qu'on voulait, mon principal argument a été l'investissement pour développer le secteur civique à Maurice. Et ceci est très important pour l'équilibre de la société mauricienne. En qu'il s'agit du développement du secteur civique, j'aurais voulu que l'approche monte à une autre dimension au lieu de dire, parce qu'on a évolué de sa philanthropie et maintenant on veut être participant, être partenaire dans le développement de Maurice, surtout que le gouvernement est venu avec un projet de Maurice Île durable où on a parlé des 5 E, etc. Et voilà comment la société civile peut participer dedans. Et en parlant aussi, je voulais faire être la voix de ceux qui se trouvent dans des catégories les plus extrêmes. Bien souvent, on ne parle pas de cette catégorie de personnes. Ce sont les middle class qui ont la voix. Ceux qui se trouvent dans des situations de pauvreté absolue n'ont pas vraiment personne pour parler pour eux. Donc c'est dans ce contexte que je m'intéresse. D'accord, Guigui. Autre question? Oui. Vous ne pensez pas qu'auparavant il y avait le ministère du Développement économique qui préparait un plan à long terme? Il y avait la vision 2020 et tout. Avec l'intégration du ministère du Développement économique au ministère des Finances, est-ce que vous ne voyez pas que même les mesures budgétaires maintenant sont plutôt à court terme? Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a pas un plan à long terme, de sorte que forcément les politiciens, ils regardent, il y a un mandat, ils regardent, disons, au bout de ce terme-là. Et finalement, au niveau du pays, ce qu'on regarde le pays, disons, sur une période donnée, on arrive à trouver qu'il y a des soucis. Deuxièmement, le problème social qu'on a à Maurice, c'est une réalité. C'est vrai que Maurice est premier dans plusieurs domaines sur le plan économique, à comparer avec beaucoup d'autres pays africains. Mais quand même, sur le plan social, je dis que le problème social existe partout. Même en Amérique, nous avons des problèmes sociaux. Mais principal, parce qu'on parle des investissements qu'on doit faire, allons dire dans le secteur du tourisme, par exemple. On a agrandi l'aéroport. Nous avons aussi maintenant l'intention d'augmenter, de doubler le nombre de touristes. Mais il y a un problème au niveau social. Et la stabilité dépend aussi de la situation sociale. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau de ce budget-là, peut-être ça aussi pourrait être répondu à la question que Eric vous avait posée avec le débat d'Ali Mansour,
et que nous avons maintenant une personne qui est là, qui, je dois vous dire, qui est quelqu'un, un homme de dialogue, ne faut-il pas, il y a un adage qui dit, if you want to go fast, then you go alone. If you want to go far, go together. Donc ne faut-il pas impliquer la société civile dans les discussions? C'est la bonne gouvernance dans les prises de décisions. Sinon, nous voyons aujourd'hui, il y a des décisions qui sont prises, contestées en cours, contestées ailleurs, donc qui retardent l'exercice. Ne faut-il pas être plus proactif, discuter et puis finalement venir avec des propositions? Je dis dans le cadre du budget. Dans le cadre du budget. Justement. Justement, dans le cadre du budget, on observe comme si, je ne sais pas s'il y a vraiment un dialogue entre ces différents stakeholders. Je me rappelle, il y a 5 ans, 6 ans, tous les jours, vous voyez Citanen en train de convoquer la presse, en train de rencontrer tous les groupes, tous les groupes des différents secteurs. Mais là, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un dialogue, est-ce qu'il y a des négociations? Puisque la question a été posée et a été liée au départ de l'année Mansour, je peux donc répondre. Seulement, il y a peut-être 5 ou 6 ans de cela, j'en avais discuté donc avec Ali Mansour et il était d'avis, et là je pense moi que ça a été une erreur, il était d'avis qu'un ministère du plan était absolument inutile à Maurice. En fait, c'est le tandem Citanen Ali Mansour qui ont en fait aboli le ministère du plan et le bureau du plan tel qu'il existait. Bon, on parlait au départ de droite, gauche, etc. Moi, je me considère comme un pragmatique. Je considère que l'État, dans un petit pays, une petite île comme l'île Maurice, dans une conjoncture difficile, a un rôle important à jouer dans la définition de la politique économique. Je crois que le ministère du Plan ou un bureau du Plan est un instrument extrêmement utile pour justement faire des projections à long terme et développer une vision à long terme de ce que nous voulons faire à Maurice. D'ailleurs, c'est Manu Binic qui était au bureau du plan et avait, il y a maintenant 20 ans de cela, ou 25 ans de cela, développé un plan Maurice, je crois, 2020. Voilà. Depuis, il n'y a plus de vision, de documents qui définissent le développement de Maurice, ou ce que nous voulons faire sur un long terme. Mais on avait aussi des plans, tous les 3 ans, on écrivait des plans, je me rappelle, des plans quinquennat, mais c'était répétitif, ce plan-là. Donc, bon, oui, une question? Ma question, c'est que, dans entendu ces derniers temps, les premiers ministres mettent l'emphase sur la démocratisation de l'économie. Voilà, l'expert à côté de nous, la démocratie. Laissons de côté la connotation politique. Est-ce que ça veut dire que les acteurs économiques sont maintenant au bout du rouleau? Bon, ils ne font pas assez, parce que peut-être ils sont contents du niveau de profit qu'ils font, et ce qui laisse entendre qu'il y a maintenant de la place pour de nouveaux acteurs économiques avec de nouvelles visions et de nouvelles perspectives. Moi, je peux répondre donc par ma définition de ce que moi je comprends par la démocratisation de l'économie, c'est un concept qui est valable dans le contexte d'un changement structurel de l'économie mauricienne. Il y a des changements, donc, comme on en parlait tout à l'heure, on doit changer de modèle, on doit changer de paradigme, et le concept de démocratisation économique est une nécessité, à mon avis, objective, une nécessité pour que l'économie mauricienne puisse avancer, puisse évoluer. Maintenant, quel serait le contenu réel de ce concept? Comment est-ce que je pense que nous n'avons pas assez réfléchi, jusqu'ici en tout cas, sur la question, dans la mesure où il n'y a justement pas un plan ou une définition de la stratégie qui, enfin je pose la question à toutes les personnes qui sont assises devant moi aujourd'hui, quelle est donc la stratégie? Est-ce que quelqu'un peut me définir quelle est la stratégie souhaitée par Maurice aujourd'hui pour les 10 prochaines années? Quelle est l'approche que nous préférons? Est-ce que nous voulons une société, est-ce que nous voulons une approche plutôt de droite, plutôt de gauche? Est-ce que plutôt pragmatique? Donc, est-ce qu'on peut répondre à cette question? J'ai l'impression
que c'est toujours le jour. Un jour c'est pragmatique, le lendemain c'est de droite, et le jour d'après c'est de gauche. Donc on a un manque de cohérence qui fait beaucoup de tort, à mon avis, à l'économie maritime. Bien. Ok. Donc, sinon, ben, il y a encore quelques minutes pour une dernière question. Si vous n'avez pas de question, moi j'ai une dernière question. Vous avez une question, vous? Pas de question. J'ai une question pour Tony, parce qu'il faut bien le faire parler. Alors, des questions. Bon, j'ai bien écouté ton intervention, qui est très bonne, mais je n'ai pas vraiment trop bien saisi où tu te situes sur le plan des options pour l'État d'augmenter les revenus. Droit d'assises, est-ce que tu es d'accord pour encore augmenter le droit d'assises sur les cigarettes, les alcools? Je sais pas moi. Je suis pas vraiment très bien saisi ta position. Quelle est ta position? Non, moi en tant que consommateur, bien sûr, on ne tient pas que les taxes augmentent. Mais il y a quand même une réalité économique en ce moment avec les dépenses de l'État qui augmentent, la baisse de revenus. Ben, la situation inévitable, c'est quand même il faut trouver ce manquement. Et moi, je pense qu'éventuellement, peut-être pas dans une forme, comme j'ai dit, qui va complètement changer le système, mais des petites mesures qui auront un effet cumulatif à la fin du jour. C'est ça que et qui concerne la taxation indirecte. Indirecte. Oui. D'accord, pas direct. D'accord. Sur ce, mesdames et messieurs, je clôt ce forum et je remercie nos intervenants, Rajesh Servansingh, directeur du cabinet conseil MyAfrica, Tony Lunching, Tax Partners PricewaterhouseCoopers et Girish Bhaktawar-Singh, président de Marcos. Je remercie l'équipe dirigée par Gavin Patel. C'est l'équipe qui organise ces forums. Quant à moi, je vous invite à une petite collation et je vous dis bonsoir. Et je vous rappelle, notre prochain forum sur le budget, le lundi 11 novembre. Et je demande aux juristes présents de l'annoncer quand même, pour pouvoir attirer plus de monde. Merci.